C'est l'ouverture de l'édition de ce jeudi. Merci à tous de nous rejoindre. Voici pour le sommaire de ce journal. Plus de 50 morts en quelques heures, c'est le lourd bilan des attentats perpétrés ce mercredi dans les parties nord du Cameroun et du Nigeria par la secte Boko Haram. Le groupe djihadiste s'en est pris à des populations dans les localités de Gombe et de Maroua, respectivement au Nigeria et au Cameroun. C'est demain vendredi que les premiers chiffres de la présidentielle de mardi au Burundi seront publiés. Ces élections ne présentent aucun enjeu majeur puisque l'actuel président Nkurunziza est assuré de remplir pour un nouveau mandat. Dans ce journal, nous aurons justement l'analyse de Thierry Ndaïchimié, directeur de l'hebdomadaire Arc-en-Ciel à Bujumbura. Et en Israël, la construction de nouvelles colonies juives devrait repartir de plus belle avec la réalisation de près de 900 logements dans les territoires de Cisjordanie. L'implantation de colonies avait été stoppée depuis l'an dernier. Je vous l'annonçais dans les titres, la secte islamiste Boko Haram s'est encore déchaînée avec une série d'attentats perpétrés et à Gombe au Nigeria et à Garoua dans le septentrion camerounais. À Gombe, 42 personnes ont perdu la vie dans 2 explosions qui ont retenti dans une gare routière. Alors qu'à Maroua, ce sont au moins 11 morts qui ont été dénombrés après un double attentat suicide. Ces nouvelles violences qui ont fait plus de 50 morts illustrent parfaitement de la capacité de nuisance toujours aussi impressionnante du groupe islamiste nigérian qui a décidé d'exporter sa terreur vers le Cameroun voisin. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a promis mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces attaques. Au Burundi, les premiers résultats de la présidentielle de mardi devraient être dévoilés demain vendredi. C'est ce qu'a annoncé le président de la commission électorale qui table également sur un taux de participation de près de 80%. Si la réélection de Pierre Nkurunziza semble être un acquis, certains leaders de l'opposition espèrent une reprise rapide du dialogue. Reportage. À Bujumbura, comme partout ailleurs au Burundi, on range déjà le matériel électoral. Le dépouillement est terminé. À présent, les résultats de chaque province sont acheminés vers la capitale. Le président de la commission électorale nous dit qu'il espère pouvoir annoncer les résultats provisoires vendredi. Il a aussi des premiers chiffres concernant la participation à la présidentielle. Nous estimons que nous aurons un taux de participation entre 72 et 80%. En tout cas, nous serons dans cette fourchette-là. Certains observateurs se disent surpris par ces chiffres, car dans de nombreux bureaux de vote, il n'y avait pas foule mardi. Pour l'opposition et notamment pour son chef de file Agathon Rwasa, l'élection n'était pas crédible et il faut maintenant que le président Pierre Nkurunziza passe à une nouvelle étape. Il est obligé quand même de s'asseoir avec les autres et discuter. Et je crois qu'il n'y a pas de sujet tabou, on doit discuter de toutes les questions et voir comment quand même on évite que notre pays ne sombre dans une crise beaucoup plus profonde que celle que l'on connaît déjà aujourd'hui. Et comme annoncé au sommaire, voici l'entretien que nous avons eu quelques heures plus tôt dans la journée avec notre confrère Thierry Ndaïchimié. Il est directeur de publication de l'hebdomadaire Arc-en-Ciel à Bujumbura et il nous partage son analyse de la situation sur place. Monsieur Ndaïchimié, Thierry, bonjour. Alors, vous êtes le directeur de publication de l'hebdomadaire Arc-en-Ciel à Bujumbura au Burundi. Là, vous intervenez depuis Nairobi au Kenya. Alors, dites-nous, quel est l'état d'esprit des Burundais après le vote de mardi? Ok, après le vote de mardi, je peux vous dire que les Burundais sont partagés entre la peur et l'incertitude de ce qui va se passer après parce que quand même, il faut reconnaître qu'il y a eu aussi du pouvoir pour organiser ces élections qui sont taxées d'actes constitutionnels et qui violent encore le pays d'Arusha. Vous avez permis de connaître une certaine stabilité après une dizaine d'années de guerre civile. Aujourd'hui, l'état d'esprit des Burundais, c'est ce qui va arriver parce qu'il y a une grande majorité de la population qui veut rester dans la légitimité de la Constitution. Un pouvoir qui peut continuer sur sa lancée et consommer son troisième mandat.
Est-ce que quelque part les pronostics de l'opposition concernant donc le boycott du scrutin n'ont pas été portés à défaut, vu le grand nombre de participations? Là, le président de la CENI affirmait hier que l'on se situerait autour de 80% du taux de participation. Est-ce que cela ne vient pas en quelque sorte montrer l'adhésion du peuple burundais à cette joute électorale? Vous savez, il y a un paradoxe au Burundi parce que la majorité de la population est analphabète, à plus de 80%. Et dans les milieux du Nord, il faut reconnaître la popularité du président de la République. C'est quelqu'un qui est toujours avec le politique, en train de pas avec, pas dans le sens qui construit des écoles, des bureaux administratifs. Le peuple souffrant est proche du président de la République. Mais sur le autre plan, le monde qui compte qualifié d'intellectuel et dans le milieu humain sont tout à fait opposés à sa démarche. Et je crois que ça a une impact sur l'opposition parce que l'opposition burundaise n'est pas une force et pas de troisième mandat. Alors, on a l'impression que le président a arrêté la capitale et l'espace humain pour faire un sortie dans le Burundi profond, dans les manières comme on dit chez nous. Et là, sur des scrutins, un nombre de voix, il y aura toujours la majorité, il va perspectiver, mais c'est difficile pour lui d'utiliser parce que même la communauté internationale commence à manifester une certaine désaccord avec le troisième mandat. L'opposition burundaise n'est pas aussi, n'a pas un grand impact vis-à-vis du comportement du président de la République. Par contre, c'est la société civile qui semble jouer le jeu de contester ce troisième mandat avec rigueur et détermination. C'était donc l'analyse de M. Ndaye Chimier qui nous rejoignait depuis Nairobi au Kenya où il se trouve actuellement. C'est certainement demain vendredi que le chef de l'État américain Barack Obama se rendra à Nairobi au Kenya à l'occasion du sommet mondial de l'entrepreneuriat 2015. Faut dire que l'arrivée dans ce pays d'Afrique de l'Est du 44e président des États-Unis revêt une double symbolique. Non seulement c'est la première fois qu'un président américain se rend dans ce pays, mais c'est surtout le retour au bercail d'un fils du peuple. Le président Obama étant originaire du village de Kogelo où aucun déplacement n'est pourtant prévu dans son agenda. Ce fut une explosion de joie et surtout de fierté au Kenya lorsque Barack Hussein Obama a gagné l'élection présidentielle en 2008. Mais ces Kenyans enthousiastes ont dû patienter tout ce temps pour pouvoir souhaiter la bienvenue au premier président noir des États-Unis alors qu'il s'est déjà rendu 4 fois en Afrique depuis son élection. À Kogelo, le village des ancêtres de Barack Obama, on ne cache pas sa déception car le président ne viendra pas leur rendre visite. Vraiment déçu, reconnaît Richard. Nous voulions voir notre héros chez nous, lui faire rencontrer sa grand-mère. On aurait été les plus heureux du monde. C'est dans ce village, près du lac Victoria, qu'est enterré le père de Barack Obama. Le président américain l'a à peine connu. Économiste, il a quitté sa famille lorsque Barack Obama avait 2 ans. Il est mort dans un accident de voiture en 1982, à l'âge de 46 ans. Barack Obama s'était rendu ici en 1987 et en 2006 lorsqu'il était jeune sénateur, car beaucoup de membres de sa famille y vivent encore, comme Sarah Obama, 94 ans, la matriarche de la famille, que le président appelle grand-mère. Sarah Obama explique qu'elle comprend que Barry, comme elle le surnomme, ne puisse pas venir, car il est l'invité du président kényan. Dans la foulée de l'élection de Barack Obama en 2008, le gouvernement avait amené l'eau et l'électricité à Kogelo.
Mais les habitants s'attendaient à plus d'attention de la part du gouvernement américain. On ressent de la déception, oui, car il est devenu président et on a pensé que plein de choses se passeraient, mais rien n'est arrivé, dit cet enseignant. Nous espérons quand même des échanges scolaires entre nos écoles et les écoles américaines. Beaucoup à Kogelo veulent tout de même croire encore que le président américain trouvera un petit moment dans son agenda et pourra leur rendre visite. Dans l'actualité au Proche-Orient, les travaux d'implantation de colonies juives ont repris en Cisjordanie. Après près d'un an d'arrêt depuis la fin de la guerre de Gaza l'an dernier, l'armée israélienne a autorisé ce mercredi la construction de 886 nouveaux logements dans la région. Cette mesure, qui devrait servir quelque peu à calmer les communautés juives de Cisjordanie, risque fort d'amputer la politique internationale du gouvernement Netanyahou. Au chômage technique depuis un an, les tracteurs et les pelleteuses israéliennes vont reprendre du service en Cisjordanie. 886 nouvelles unités de logement approuvées ce mercredi par l'administration civile de l'armée israélienne. Des centaines de maisons, dont certaines dans des implantations dites isolées, comprenez en dehors des grands blocs qu'Israël entend conserver dans le cadre de tout accord avec les Palestiniens. Comme ici, à Givon, Psagot ou encore à Beth Arieh, près de Ramallah. Il s'agit d'une croissance naturelle. Les gens veulent se développer, fonder une famille. Plus d'1 demi-million de citoyens israéliens vivent en Cisjordanie. Faites vos calculs. Ramenez à ce chiffre que représentent quelques milliers de logements. Pas grand-chose. J'espère que le monde va enfin comprendre que la paix ne dépend pas du gel ou du dégel des constructions. Non, ce qui amènera la paix, c'est une volonté sincère de négocier pour que tout le monde puisse vivre ici en bonne intelligence. Une annonce qui vient pourtant démentir les rumeurs sur un gel des constructions, auquel aurait fait allusion Binyamin Netanyahou en personne, lors d'une réunion à huis clos avec les dirigeants du Conseil des localités juives de Cisjordanie. Selon le quotidien de gauche israélien Haaretz, c'est justement pour apaiser leur colère que les nouvelles constructions auraient été approuvées par le ministre de la Défense, Moshe Ya'alon. Une grogne renforcée le mois dernier par un arrêt de la Cour suprême qui ordonne la destruction de 2 bâtiments dans la localité de Bethel, au nord de Ramallah. Dans ce contexte, la manœuvre devient de plus en plus difficile pour Binyamin Netanyahou, ménager sa coalition, la plus à droite qu'Israël n'ait jamais connue, et résister aux pressions de plus en plus lourdes de la communauté internationale. L'Espagne s'interroge toujours au sujet du sort de 3 journalistes espagnols portés disparus en Syrie, dans la région d'Alep. Cela fait maintenant 11 jours que ces reporters n'ont donné aucune nouvelle, alors qu'ils travaillaient dans une zone particulièrement marquée par des affrontements entre les troupes du régime Assad et les groupes rebelles. Madrid assure cependant mettre tout en œuvre pour les retrouver. Les précisions. Toujours pas de nouvelles après la disparition de 3 journalistes espagnols en Syrie. Les reporters Antonio Pampliega et Ángel Sastre et le photoreporter José Manuel López venaient de Turquie lorsqu'ils sont arrivés dans la région d'Alep, dans le nord de la Syrie, aux alentours du 10 juillet. Ils ne se sont plus manifestés depuis le 12 juillet. À Madrid, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'Espagne est pleinement active pour les retrouver, y compris avec des agents du renseignement en Syrie. Il a également appelé à la discrétion, gage selon lui de sécurité et d'efficacité, en prenant pour exemple d'autres cas similaires au cours des 4 dernières années. Aucune revendication n'a été faite à ce stade, a-t-il également précisé. En septembre 2013, 3 journalistes espagnols avaient déjà été enlevés dans la même région d'Alep. Ils avaient été libérés en mars 2014. La Fédération des associations de journalistes espagnols se déclare inquiète, car il y a d'intenses combats dans la région d'Alep entre rebelles et forces fidèles au régime de Bachar el-Assad. Hier, une vingtaine de civils ont été tués, une dizaine d'autres blessés par un tir de missile. En Afghanistan, la journée de ce mercredi a été vécue dans l'horreur dans la ville de Faryab, dans le nord du pays. 25 personnes ont péri dans un attentat suicide perpétré sur le marché principal. Cet attentat survient dans un contexte militaire agité, marqué par des affrontements réguliers entre forces afghanes et rebelles talibans.
La traque antiterroriste se poursuit en Europe. Ces derniers jours, 3 terroristes présumés ont été interpellés à Milan et sur l'enclave espagnole de Melilla, où ils semblaient préparer des attentats. Les précisions dans cet élément. Arrestation en Italie et en Espagne de partisans présumés de l'État islamique. En Italie, 2 ressortissants de nationalité tunisienne et pakistanaise ont été interpellés à Brescia, près de Milan. Ils sont suspectés d'avoir préparé des attentats dans la péninsule. Le Tunisien âgé de 35 ans est aussi accusé d'avoir créé un compte sur Twitter sur lequel il possède des messages de menaces signés de l'État islamique sur fond d'images de sites célèbres à Rome et à Milan. Information confirmée par le chef des forces antiterroristes en Italie. Nous n'avons, dit-il, pas observé la présence de cellules terroristes enracinées. Mais nous avons observé des messages invitant de manière continuelle à frapper le territoire italien ou à rejoindre les zones de conflit. En Espagne, un homme de 29 ans, originaire de l'enclave de Melilla, sur la côte marocaine, a été appréhendé dans le cadre d'une opération policière contre des réseaux spécialisés dans la capture et l'envoi de jeunes filles en Syrie et en Irak. Direction Athènes en Grèce, où le Parlement a voté ce mercredi un nouveau train de mesures suite à l'accord avec les créanciers européens. Le principal secteur visé par cette série de réformes est la justice, avec la simplification des procédures judiciaires qui permettront alors une réduction des coûts. Là encore, un autre détail frappant, l'accélération des liquidations aux enchères. Regardez. 24 heures pour adopter un texte. Et malgré l'urgence, la majorité des députés ont voté pour ce second train de mesures. Deuxième vote, deuxième test réussi donc pour Alexis Tsipras. Selon mon code moral, la présence de la gauche au gouvernement, ce n'est pas pour garder des postes. C'est un bastion de combat pour les droits du peuple, pour protéger les laissés pour compte. Un bastion de combat contre les intérêts privés dans ce pays. Et ce bastion, il n'est pas question que je l'abandonne. La semaine dernière, le Parlement grec avait déjà adopté un premier volet de réformes demandé par les créanciers. Hausse de la TVA et des cotisations sociales, ce qui avait provoqué la défection de plus d'un 5e des députés de la majorité. Et cette fois, dans le viseur, la justice civile. Les procédures judiciaires seront simplifiées afin d'en réduire le coût, mais aussi l'accélération de la procédure de vente. Dans la foulée de ce vote, Athènes et ses créanciers vont recommencer à plancher sur les modalités du 3e plan d'aide d'environ 80 milliards d'euros. La prochaine échéance, la Grèce doit rembourser 3,19 milliards d'euros à la BCE d'ici le 20 août. Et 2 semaines après la signature de l'accord avec les créanciers, la pilule ne passe toujours pas chez bon nombre de Grecs. La preuve, des milliers de personnes ont laissé éclater leur colère hier soir devant le Parlement, alors que les députés étaient réunis justement pour l'examen du second train de mesures. Les manifestants dénonçaient les conditions imposées par les Européens. Le reportage. Des heurts ont éclaté mercredi soir à Athènes alors que le Parlement grec s'apprête à voter un deuxième train de mesures d'austérité réclamé par les créanciers. Un peu plus tôt dans l'après-midi, près de 9000 personnes se sont rassemblées à proximité du Parlement pour dire non aux conditions de ce nouveau plan d'aide accordé à la Grèce. Dans la soirée, des manifestants masqués se sont violemment opposés aux forces de l'ordre, lançant des cocktails Molotov. La semaine dernière déjà, des incidents avaient eu lieu alors qu'était débattu un premier train de mesures beaucoup plus contesté. En voici une invention qui impressionne certes, mais qui suscite encore plus l'inquiétude. Les habitants de Clinton, dans le sud-ouest des États-Unis, ont été surpris d'assister au survol d'un drone armé d'un pistolet automatique. L'idée est d'un jeune adolescent de 18 ans qui fait actuellement l'objet d'une enquête de la part de la police. Le jeune homme est étudiant en mécanique et l'affaire commence sérieusement à agacer sa famille. Cette vidéo est aussi populaire qu'inquiétante.
Visionnée plus de 2 millions de fois sur YouTube, elle montre un drone muni non pas d'une caméra, mais d'une arme à feu. Fruit de l'imagination fertile d'un jeune Américain de 18 ans, l'appareil tire à 4 reprises sur une cible indéterminée, de quoi effrayer quelque peu les habitants de la ville de Clinton, d'où est originaire l'adolescent. L'agence fédérale de l'aviation américaine a indiqué mardi qu'elle avait ouvert une enquête. Quant au père du jeune homme, il se dit agacé par cette polémique, prétextant que son fils est un étudiant en mécanique qui, je cite, construit toutes sortes de choses. Dans l'actualité religieuse, parlons d'abord de la disparition du pasteur américain Raymond Crowley, qui a tiré sa révérence à l'âge de 92 ans dans la nuit de mardi à mercredi. L'ex-leader de l'Église de Dieu avait commencé son ministère à l'âge de 16 ans dans le Maryland. C'est en 1986 qu'il fut élu à la tête de cette communauté, poste qu'il conservera jusqu'en 1990. Et au Pakistan, la Cour suprême a décidé ce mercredi de la suspension de l'exécution de la peine de mort à l'encontre de la croyante chrétienne Asia Bibi. Suite à une demande d'appel formulée par sa défense, la justice a ordonné la suspension de la procédure jusqu'au prochain verdict. Asia Bibi est poursuivie pour blasphème contre l'islam depuis 2009 après un échange quelque peu échaudé avec certaines de ses collègues ouvrières. Cela fait maintenant 6 ans que cette dame aujourd'hui âgée de 50 ans croupit en prison. C'est ici que l'on s'arrête pour l'édition de ce jeudi. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit au revoir et à demain.